Alors, vous avez raison, enfin, c'est aussi un des objectifs que j'ai. Moi, je voudrais... Alors, il ne faut pas opposer les deux idées. Il y a l'idée de, dès ce PLF, avoir 1 milliard de plus sur le réseau, ne serait-ce que pour rattraper les surcoûts, parce que pas de bol, voilà, vraiment, mais vous le voyez aussi dans toutes les collectivités, les travaux coûtent plus cher. C'est-à-dire que le même argent, comme ça a pris 10 ou 15%, le béton, l'acier, les salaires et compagnie, avec le même argent, on fait 10 à 15% de moins. Bon, c'est pas l'idée de faire moins. Donc, il faut déjà rattraper le surcoût inflation. Voilà, il y a quelques centaines de millions d'euros à la clé. Et si possible, marquer la volonté du gouvernement par voilà, un acte fort qui montre que oui, on commence à engager dès 2023 cette volonté forte de redresser l'état du réseau. Voilà, ça c'est. Donc, il y a bien un premier sujet dès le PLF 23. Exactement, qui n'est pas très loin de l'ordre de grandeur que vous avez cité. Voilà. Pour moi, ça ne s'oppose pas, et j'y suis très favorable, la question m'a été posée, à une véritable loi de programmation, parce que pour éviter justement ce stress où année après année, budget après budget, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et il faut du temps long pour faire ça. Donc le temps long, la traduction législative du temps long, c'est une loi de programmation. Il faut une loi de programmation sur 10 ans, plus si on peut, mais au moins 10 ans, qui va, à partir d'une ambition fixée, dire ben voilà donc ce qu'il faut faire notamment sur l'infrastructure, et donc voilà les moyens qu'il faut dégager pour y arriver. On en a aussi besoin d'un point de vue industriel. Pour recruter par exemple des ingénieurs, il faut être sûr qu'ils ont du boulot pour 10 ans. Si on n'est pas sûr, ben on est toujours embêté de dire on le recrute pas, on fait quoi? Pareil pour les BTPistes hein, qui vont peut-être acheter des machines supplémentaires pour changer les rails, ça coûte très cher des machines comme ça. S'ils ont 10 ans de boulot devant eux, ils feront l'investissement. S'ils ne sont pas sûrs, ben ils ne le font pas. Pareil pour l'industrie ferroviaire, etc., etc. Donc une loi de programmation, elle est à la fois nécessaire pour concrétiser l'ambition pour de vrai, mais elle est aussi nécessaire pour organiser l'industrie autour de ça et recruter. Et il y a un effet emploi évident là, qui est derrière. Donc oui, je suis très favorable, mais c'est les deux. Ouais, voilà, moi, je voudrais qu'on puisse faire les deux, à la fois marquer dès cette année une inflexion positive autour de la régénération du réseau, et puis s'engager, alors ça prendra plus de temps, mais qu'il y ait un vrai travail de co-construction, d'ailleurs avec la représentation nationale, sur une loi de programmation pluriannuelle. C'est effectivement l'instrument dont on a besoin. Les benchmarks, vous les avez cités, c'est qui confirment que les autres grands pays européens mettent le paquet sur le ferroviaire. Voilà, donc ça serait un peu curieux que nous, on se laisse décaler. Voilà, et donc il faut le faire. Sur la TVA, la question posée, je vais être honnête avec vous parce que vous savez que j'aime bien l'être. Si je dois classer les priorités, je préfère que l'argent public il aille à l'investissement. Voilà, à ce que j'ai dit avant. Après, s'il y en a un peu plus, et si on peut alléger la fiscalité pour les usagers, on le fera. Voilà, hein, bien évidemment, si cette décision devait intervenir, on jouera le jeu, puisque c'est son objectif. Son objectif, c'est bien que ça coûte moins cher à l'usager. Donc voilà. Mais je le redis, ma première priorité, c'est quand même mobiliser l'argent public pour l'infrastructure, pour l'investissement. Alors, les problèmes de recrutement, etc., ils sont vrais, on ne va pas le nier, d'ailleurs vous le voyez de ci, de là. Alors, il faut les quantifier. Il nous manque 1% de conducteurs. Le 12 000, c'est le nombre de conducteurs à peu près. Il ne nous manque pas 12 000 conducteurs. Hein. Il nous manque 1% de ces 12 000. Bon, ça fait 120. Bon, alors après, 120 conducteurs, il manque. Quand il manque. Ça fait des trains supprimés. Ça, c'est sûr que l'effet est direct. Hein. Bon, alors déjà, ce n'est pas massif, mais quand même. L'explication principale, c'est que on a mal anticipé le fait que pendant le Covid, forcément, les écoles n'ont pas fonctionné, parce qu'on ne pouvait pas mettre les gens ensemble. Et on n'avait pas mis au point les méthodes pédagogiques pour former un conducteur à distance, il y a des limites, quoi. Ça commence à être compliqué de former un conducteur de train par Teams, quoi. Voilà, ça commence à être compliqué. Bon, donc on ne les a pas formés et on a pris un retard. Et comme il faut 1 an pour former un conducteur, ben on encaisse en ce moment, on est en train de rattraper le retard. Voilà. Mais en attendant, il y a un delta. Et ça explique, alors je sais bien que ça peut paraître surprenant, pour vraiment faire feu de tout bois et accélérer au maximum l'effort de formation. Et un peu en dernier recours, on a fait appel à une école de formation privée. Alors c'est très exceptionnel, mais ça vous montre que, voilà, parce que sinon on va mobiliser des formateurs, mais les formateurs on en a besoin pour conduire les trains. Donc à un moment donné, voilà, c'est par dérogation et par exception, on a éprouvé le besoin d'aller renforcer au maximum notre appareil de formation en recourant à une école extérieure à la SNCF. Sur le Nancy-Lyon, bon, le Nancy-Lyon, ça rend. Alors, il y a un avant-après la loi. Enfin, j'y reviens, je l'ai un peu dit dans mon introduction. C'est parfois compliqué à comprendre pour les territoires, je peux le comprendre. Si on fait un Nancy-Lyon, on craint de perdre de l'argent et ça va nous manger une rame. Cette rame, on ne l'aura pas pour faire autre chose. Pas de mystère. Oh, vous savez qu'en ce moment, des rames, on en manque un peu d'ailleurs. On n'est pas très à l'aise, il y en aurait bien plus. Bon.
Et on a le sentiment, peut-être nous trop pour nous, mais c'est notre responsabilité, que ce train ne serait pas équilibré. Voilà, c'est la raison fondamentale. Dans notre rôle de société anonyme, tel que la loi l'a voulu, on est obligé de faire cette réponse au territoire. Je sais bien qu'elle n'est pas satisfaisante, mais c'est ça la logique intrinsèque que cette réforme a déclenchée. Après, on peut observer, refaire des études de marché, etc. etc. S'il y a un regain du train, on sera ravis de le faire. Je voudrais aussi peut-être, parce que c'est important de ne pas opposer les choses, et en tout cas à la place où je suis de président du boîte public, vous dire comment le contrat de performance, vous l'avez apprécié, vous l'avez évalué. Moi, je lui donnerai une porte de sortie. Cette porte de sortie, c'est une notion d'acte 1, acte 2. Honnêtement, ce contrat de performance, on a mis 2 ans à le conclure, ce qui est long. Et donc, c'est un appendice de la loi de 2018. Et en 2018, honnêtement, on n'était pas dans le développement du ferroviaire massif. Les sous-jacents du ferroviaire, c'était comme le PIB, quoi, de 1,5%, 2% par an. Mais il n'y avait pas une volonté de croissance forte. Et donc ce contrat de performance, il est cohérent avec ça. À partir du moment, on peut le souhaiter tous, on se va vers une ambition forte, ben c'est l'acte 2. Et effectivement, l'acte 2, il suppose une révision du contrat de performance. Voilà, donc je pense que, en tout cas, c'est ma manière à moi de présenter les choses qui permet d'articuler le passé et l'avenir. Et quand même aussi, pour être honnête quand même, dire et rappeler que dans le plan de relance, on a eu quand même 4,7 milliards pour rénover le réseau. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi être global dans l'appréciation de ce qui a pu se faire sur le ferroviaire ces dernières années. Train d'équilibre sur le Ouigo train classique, ça marche bien. Ça marche bien, ça fait revenir au train, parce que c'est pas cher, enfin, c'est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment une mesure pouvoir d'achat avant que les crises de pouvoir d'achat interviennent, la décision a été prise avant. C'est des billets à 10 euros, 15 euros. Hein. Ben, y a des gens qui acceptent de passer 4 heures pour faire un Paris-Nantes, mais ne payer que 10 euros ou 15 euros. Voilà, parce qu'ils n'ont pas trop de sous. Et on voit des gens qui quittent la voiture ou qui quittent le car pour prendre le train, et après tout le monde est content. Ils sont dans le train, bon voilà, et le remplissage est correct. On gagne notre vie. Pourquoi on gagne notre vie? Parce que ce sont des matériels amortis. C'est des vieux corails qu'on a un peu reliftés, ils sont complètement amortis, donc il n'y a plus de coût de capital, il est égal à zéro. Bon, on n'a que le coût marginal d'exploitation du train. Bon, voilà. Et donc, au fond, c'est une mesure pouvoir d'achat qui me semble utile et intéressante. Les trains légers, oui, vous avez raison de me lancer là-dessus. J'ai oublié de le dire, j'avais tellement de choses à vous dire, mais merci de me donner l'occasion. Il faut que, alors, et j'y suis pas comme un étranger quand même, je veux que la SNCF s'intéresse aussi aux territoires diffus. La SNCF, c'est pas que les grandes villes, c'est pas que les... Voilà. C'est aussi une réponse ferroviaire aux territoires diffus. Par contre, cette réponse, elle doit être adaptée. C'est pas le train lourd qui coûte cher, etc., sinon on n'y arrive pas économiquement. Donc oui, nous sommes en innovation, et par exemple, il y a le prototype existe, on peut le voir, il marche. C'est un engin qui est mi-car, mi-train. Il a des pneus. Comme il a des pneus, il se transforme en car, en mini-car, pour une vingtaine de personnes. Il va chercher les gens dans des hameaux. Et puis quand il arrive sur un passage à niveau, il s'enraye, il devient un train. Pouf, il se met sur le rail, et crac, il devient un train. Il peut ressortir ou pas 20 ou 30 km plus tard. Ça, ce sont des techniques qui sont parfaitement adaptées à une desserte combinée, routière ferroviaire des territoires diffus, et qui pourraient trouver leur place dans une stratégie régionale pour aller justement apporter une réponse. Et on voit bien que ça ne coûte pas trop cher, des engins ne coûtent pas trop cher parce qu'on vient de la voiture, qui n'a rien à voir avec le train. On est sur des petites lignes, du coup les vitesses peuvent être ajustées, donc on a moins besoin de mettre beaucoup d'argent dans l'infrastructure. Enfin, on voit que oui, on commence à avoir des réponses combinées ferroviaires pour desservir ces petits territoires. Sur les autoroutes, c'est une bonne piste, hein, la piste que vous évoquez. Il faut réfléchir, on sait que les concessions autoroutières arrivent à terme un jour. Est-ce qu'il ne faut pas regarder comment dans ce cadre on peut trouver des combinaisons entre le monde autoroutier et le monde ferroviaire pour assurer au fond un revenu pérenne à l'entretien du ferroviaire, en partie en tout cas. Je pense que c'est une piste qu'il faut commencer à regarder. Donc toute expérimentation qui va dans ce sens me paraît pertinente.